Et bonjour à tous, je suis Grégory Guittard du Journal du Coin et aujourd'hui je suis en présence de Stanislas Chertok de Shares. Stanislas, bonjour. Salut Greg. Très content de t'avoir à mes côtés pour cet épisode de podcast. L'audience commence à être un petit peu habituée. On va discuter ensemble de ton parcours personnel, comment tu en es arrivé à découvrir les cryptos, ce que tu fais aujourd'hui chez Shares et le produit de Shares au global. Un petit peu dérouler tout ça. Et puis voilà, hein, tranquillement dans la bonne humeur. Donc on va commencer par le début. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à l'audience, nous expliquer un petit peu qui tu es? Bien sûr, écoute, merci beaucoup Greg, c'est un plaisir d'être là. Donc moi c'est Stanislas Chertok, je suis General Manager de Shares en France et au Benelux. Shares, c'est donc une nouvelle plateforme d'investissement qui permet d'épargner et d'investir dans des cryptos, dans des actions européennes, des actions américaines et des ETF. Donc en fait, on est une nouvelle plateforme d'investissement multi-assets qui embarque aussi des fonctionnalités sociales et collaboratives, mais je pense qu'on pourra revenir là-dessus un peu plus tard, et surtout française. Ok, écoute, très clair. Alors, je précise que vous êtes donc pour l'instant, vous êtes encore en bêta. Vous commencez à lancer la France, donc on ne pourra pas montrer à l'écran l'application. Je montre juste rapidement le site. De toute façon, vous aurez tous les infos et les liens dans la description. Donc, on va revenir sur tout ça, sur tous les produits que vous proposez. Donc, toi, tu fais ça chez Cers, tu gères donc France Benelux. Comment tu as découvert les cryptos et comment tu t'es retrouvé là? Exactement. Donc moi, j'ai plutôt un background de finance d'entreprise un peu plus traditionnel, puisque j'ai reçu un bachelor de finance et d'économie de NYU, de l'Université de New York, où Ouais. j'ai habité pendant 4 ans. Et Ok. après ça, j'ai déménagé à Palo Alto, dans la Silicon Valley, donc en 2019. Et j'ai commencé à travailler sur des opérations de M&A et de levée de fonds sur des boîtes de tech. Ok. Donc vraiment de la finance d'entreprise. Et en fait, c'est en étant à ce moment-là à Palo Alto, dans la Silicon Valley, en côtoyant des fintechs, en côtoyant des entrepreneurs, que je me suis graduellement intéressé à l'investissement. Surtout qu'à ce moment-là, donc on est 2020-2021, c'est les débuts de l'explosion du cours du Bitcoin, c'est le début des premiers confinements, donc il y a une vraie émulation autour de l'investissement. Mhm. On voit un peu, on voit émerger des communautés un peu partout sur Reddit, sur Telegram. Il y a une émulation assez globale. Et donc moi, je fais partie de ce mouvement-là où je commence à m'intéresser. Je suis un grand utilisateur de Robinhood à l'époque aux États-Unis, mais je trouve qu'il y a quand même j'ai du mal à trouver l'information à la source. Moi, je n'étais pas du tout un expert de l'investissement à cette époque-là, pas un expert du Web3 non plus. Donc, j'essaie de trouver l'information, de rentrer dans l'écosystème, et je trouve que c'est compliqué. Et en fait, quelques mois après, je suis à Paris et je rencontre un entrepreneur français qui s'appelle Benjamin Chemla. Et on prend un café, on discute. Et lui, en fait, rentrait de New York aussi à ce moment-là. Et on partage cette même vision de l'état actuel des néo-brokers en Europe, de l'investissement, que les choses sont en train de bouger. Et Benjamin, à ce moment-là, a l'ambition de créer ce qui est devenu aujourd'hui Shares, lui était déjà associé à deux cofondateurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter la finance d'entreprise pour rejoindre ce qui est aujourd'hui Shares comme premier employé du groupe à ce moment-là. Donc, j'ai Ok. rejoint Benjamin et ses deux cofondateurs qui sont François Ruti, qui est le Chief Technical Officer, qui a une grande expérience de CTO dans des startups françaises, et Arjas Sik, qui aujourd'hui est le Chief Product Officer, qui était anciennement employé de Revolut, qui était un product owner sur la partie trading de Revolut, qui lui était basé à Londres. Et donc à ce moment-là, je rejoins ce trio pour lancer l'aventure Shares en France. Ok, super, très clair. Donc si je résume, tu as découvert tout le côté crypto et vraiment le côté boursicotage en dehors du M&A quand tout le monde s'est retrouvé confiné, à rentrer en dépression, mais qui voulait gagner de l'argent. Comment, qu'est-ce que tu tires comme expérience de tout ça? Donc aujourd'hui, tu vas nous reparler un petit peu de Shares dans le détail.
Moi, quand j'ai découvert Shares, en tout cas entendu parler de Shares au début, parce qu'on n'avait pas accès à énormément d'infos, je me suis dit donc c'est une application qui vient se placer vraiment sur le marché, on va dire, des courtiers. Si je suis ultra synthétique, puisque comme tu dis, vous proposez beaucoup de choses dedans. Qu'est-ce qui la différencie ou quels sont ses avantages par rapport à d'autres applis? Tu as mentionné Robinhood, mais en France, on peut, je sais pas, parler par exemple de Trade Republic, des choses comme ça. Moi, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Qu'est-ce que vous proposez, vous, dans le détail? Qu'est-ce qui vous différencie? Exactement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre de néocourtiers qui ont pour mission de démocratiser l'accès à la finance, qui est nous aussi notre mission. On peut investir sur shares à partir de 1 euro dans des actions fractionnées. On a un Mhm. pricing qui est très transparent et très clair de 1 euro sur chaque ordre. On pourra y revenir. On a une plateforme extrêmement intuitive et extrêmement facile d'accès. Donc, effectivement, il y a, voilà, tous ces acteurs-là se positionnent comme des acteurs qui démocratisent l'accès à la finance, sur lequel nous aussi nous positionnons. Sauf qu'en fait, on va aussi au-delà et on se positionne aussi en tant qu'acteur qui veut démocratiser l'accès à l'éducation financière. La thèse étant de dire, effectivement, on peut rejoindre des plateformes d'investissement et pouvoir investir, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on sait comment, qu'on a les bonnes stratégies. Et l'idée donc sur Shares, c'est de plus être seul face à l'investissement et d'avoir accès sur une même plateforme à des communautés, à des investisseurs plus aguerris, à tout simplement en fait de suivre ton réseau, ton network. Donc demain en fait, Greg, si on se connecte sur Shares, je vais avoir accès à ton portefeuille, à tes transactions, à tes publications et en fait finalement ta stratégie. Et c'est tout là l'idée de Shares, c'est de pouvoir déjà s'éduquer de façon naturelle tout en suivant les stratégies de tes amis, en voyant qu'est-ce qui marche pas. Donc ça, c'est Ouais. une fonctionnalité assez clé, donc vraiment comme un réseau social de l'investissement. Au-delà de ça, on peut aussi rejoindre des communautés gratuites autour de thématiques très précises. Donc disons que demain, un utilisateur passionné d'automobile va pouvoir rejoindre une communauté dédiée à ça, ou sur les nouvelles technologies, sur l'environnement durable. Et donc, en fait, finalement, faire partie de communautés de personnes qui réfléchissent et qui sont passionnées des mêmes sujets et donc finalement qui s'entraident. Et une troisième fonctionnalité sociale qui marche extrêmement bien et qui plaît beaucoup au Royaume-Uni aujourd'hui où nous sommes déjà live, c'est ce qu'on appelle un programme d'investisseurs premium. Les investisseurs premium sur Shares, c'est des investisseurs que nous, on identifie, qui ont des Mhm. track records extrêmement solides en termes d'investissement, parfois généralistes, parfois crypto, parfois ETF, parfois actions. Et en fait, qui pour un abonnement payant de 4,99 € par mois, vont proposer aux utilisateurs de Shares de partager leur stratégie, de partager leur portefeuille, leurs transactions. Donc en fait, ces trois choses-là, cumulées, donc les investisseurs premium, les communautés gratuites et le fait de pouvoir suivre vos amis, ça fait qu'en fait, les utilisateurs s'éduquent de façon très naturelle. Ah, ça me fait, ça, du coup, ça m'évoque une question à laquelle j'avais pas pensé parce que j'avais pas nécessairement compris que vous aviez, on va dire, un trading social aussi développé. C'est pas un problème d'être entre guillemets aussi transparent en tant qu'utilisateur sur ses propres investissements? Comment vous marketez ça et j'allais dire, est-ce qu'en fait, quand on est inscrit sur la plateforme, on est nécessairement opt-in sur ce partage d'infos quand même assez perso? Est-ce qu'on peut moduler, dire bah je sais pas, je veux montrer seulement sur quel type de secteur je suis investi, comment ça se gère? Bien sûr. Alors déjà, on montre jamais les montants, on montre que des pourcentages. Donc même Ouais. si on est connecté sur la plateforme, je verrai jamais les montants ou les sommes que tu investis. Évidemment, je verrai uniquement tes transactions et ton portefeuille si on se connecte. Donc, si on n'est pas connecté, si tu approuves pas ma demande, j'aurai jamais accès à ton portefeuille ni à tes transactions. Et quand bien même on serait connecté et que tu veux effectuer une transaction, mais celle-là, tu n'as pas envie de la partager pour des raisons X ou Y, tu peux évidemment choisir de ne pas la montrer et elle ne figurera pas dans le fil d'actualité de tes amis, dans ton portefeuille, elle sera cachée. Ok, avant d'attaquer des questions un peu plus, on va dire, dans le détail, notamment sur le côté technique, du coup, une dernière sur ce côté social. Quelles sont, on va dire, déjà les fonctionnalités qui te semblent les plus demandées par les
les utilisateurs que vous avez à l'heure actuelle? Tu mentionnais notamment le Royaume-Uni. Et est-ce que vous avez déjà des idées d'autres fonctionnalités que vous allez déployer dans le futur? Alors, sauf si évidemment tu peux pas commenter, dans ce cas-là, tu me le dis juste, mais juste à t'entendre, on n'est pas forcément très loin dans ce partage-là d'être proche d'une forme de copy trading, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez de déployer ou pas? Est-ce que vous avez des outils pour ceux qui se rêvent un peu hardcore boursicoteurs avec du TradingView, des choses comme ça? Enfin, comment ça fonctionne et comment ça fonctionnera tout ça? Donc nous, on propose pas de copy trading. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas quelque chose sur lequel on se rémunère. Ouais. L'idée, c'est vraiment, et ça qui marche extrêmement bien au Royaume-Uni, et aussi en Belgique et en Pologne, où on est live avec une offre crypto uniquement, c'est le fait de rejoindre des communautés d'experts, en fait. Et je pense que c'est le contact humain, rejoindre des communautés de gens qui présentent leur stratégie. En fait, si moi, je rejoins demain la communauté d'un des investisseurs premium, c'est parce que je sais que la stratégie qu'il a mis en avant, qu'il a communiqué à sa communauté me ressemble, et en termes de prise de risque, en termes d'investissement, en termes d'actifs. Et je pense que c'est ça qui marche extrêmement bien, c'est pouvoir rejoindre des gens, des investisseurs qui communiquent sur les mêmes stratégies. Et c'est pour ça aujourd'hui, on veut pas faire de copy trading, parce que l'idée, c'est vraiment de s'inspirer et de faire partie d'une communauté et de s'éduquer, et pas seulement de répliquer en appuyant sur un bouton les investissements. Donc toujours Ouais, bien garder sûr. vraiment très centralement l'idée d'éducation, et en fait de prendre une indépendance financière par rapport même à ces investisseurs premium ou par rapport à la communauté, mais toujours dans l'idée de s'éduquer. Ouais, non, écoute, très clair et puis logique. En termes de fonctionnalité, on va dire dans le détail, je sais pas, les types d'ordres qu'on peut passer, les notifications qu'on peut activer. Est-ce que même, si je vais un peu plus loin, est-ce que vous allez être ouvert avec de l'API pour faire tourner des bots, par exemple? Est-ce que c'est des choses enfin, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui au lancement à venir? Donc aujourd'hui, au Royaume-Uni, on est présent avec une offre qui vend uniquement des actions américaines. Aujourd'hui, on lance en France avec une offre qui est bien plus complète. Donc on lance avec une offre donc d'actions fractionnées. Donc on peut investir à partir de 1 euro sur n'importe quel type d'actif, que ce soit une action Tesla, une action LVMH ou du Bitcoin. Donc 1 euro accessible. Ça déjà, c'est notre offre de départ. On offre aussi donc notre prix donc par transaction est de 1 euro. C'est très transparent. Il n'y a Ouais. pas de frais cachés, il n'y a pas de rétrocession. C'est donc chaque utilisateur va payer 1 euro par ordre à l'achat ou à la vente sur n'importe quel montant. Donc ça, c'est notre offre de base. En termes de fonctionnalité, on offre aussi des investissements récurrents, donc des recurring orders, pour mettre en place des stratégies d'achat récurrents. Donc ça, on va lancer avec ça dès le lancement. Sur les prochains développements qui vont arriver, on a évidemment la mise en place d'un investissement à travers les PEA, qui sont un des gros chantiers, des grandes priorités qu'on a. Étant un acteur français, on aura sûrement la chance de le lancer assez rapidement. Ouais. On a évidemment les fonctionnalités de staking pour les cryptos qui sont en chantier, qui sont une grande priorité pour nous. On est en train de développer un wallet shares pour que, on y reviendra sûrement, mais pour que nos utilisateurs puissent avoir un peu plus de liberté sur la conservation de leur actif numérique. Voilà un peu les gros, l'offre de lancement et ce qui va sortir dans les prochains mois. Ok. Et alors, ben, du coup, j'enchaîne sur l'autre question qui me vient naturellement. Comment est-ce que ça fonctionne en arrière-plan, ce système qui permet aux utilisateurs, par exemple, d'acheter des actions? Bon, après, même question en suivant hein, on va aussi entrer en détail sur la question de la crypto, mais déjà sur les actions, comment ça fonctionne en arrière-plan? Parce que, par exemple, de mémoire, il me semble que Bucks, je crois, propose pareil de l'achat comme ça. Ils ont en fait des types d'ordres différents avec par exemple un type d'ordre qui permet de passer des ordres gratuitement parce que il pool toutes les demandes d'achat en même temps. Donc vous, comment ça fonctionne? Donc nous, on a reçu l'agrément auprès de l'AMF et de la CPR, un agrément PSI, donc prestataire de services d'investissement, qui nous permet de faire ce qu'on appelle de la réception et transmission d'ordre,
et d'être teneur de compte conservateur. Donc très concrètement, quand un utilisateur va passer un ordre donc sur une action, nous, sur un modèle omnibus, on va partager cet ordre à notre partenaire broker qui en Europe s'appelle Upvest, qui est un provider allemand régulé. Et sur les actions US, on travaille avec Alpaca, qui est aussi une fintech régulée auprès de la FINRA. Donc on émet les titres à nos brokers qui, eux, exécutent l'ordre. Et ensuite, nous, étant teneurs de compte conservateurs, on va conserver le titre toujours sur un modèle omnibus au nom de nos utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs sont propriétaires de leurs actions. Ils ont les droits de dividendes, ils ont les droits de vote. On ne fait pas de CFD, donc on est vraiment teneur de compte conservateur sur ce modèle-là pour nos utilisateurs. D'accord, donc j'achète une action, j'achète vraiment en définitive la vraie action. Vous la détenez pour moi, mais je suis vraiment sur le registre des actionnaires et je touche des véritables dividendes aussi en contrepartie et je peux participer au vote. Enfin, vous avez des outils, j'imagine, pour ça. Ouais, Ok, on a des super, outils. super clair. Et alors, bah, du coup, question miroir pour la crypto. Par quel prestataire vous passez? Donc, vous faites pas de CFD non plus, j'imagine. Comment ça fonctionne? Par qui vous passez? Qui fait le stockage? Déjà pour commencer. Ouais. Donc sur la partie crypto, c'est une ingénierie qui est similaire. Donc on a reçu un enregistrement PESAN en France, donc qui nous permet aussi de faire de la RTO et de la conservation. Donc aujourd'hui, quand un utilisateur achète un titre, un actif numérique, donc on émet l'ordre à un exchange qui aujourd'hui est Coinbase, mais on est en train de scoper d'autres liquidity providers dans le futur. Et ensuite, donc, on conserve toujours sur un modèle omnibus le titre pour nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, c'est ça notre ingénierie. On est en train de travailler, comme je te disais un peu plus tôt, sur un wallet shares qui va permettre à nos clients de faire de la self custody et de gagner et de pouvoir plus facilement arbitrer sur la conservation de leurs actifs. Mais aujourd'hui, on travaille avec Coinbase. Ok, très clair. Et alors le fait de pousser comme ça pour avancer vers de la self-custody, c'est vrai que c'est un peu le pain point pour un certain nombre de prestataires dans l'écosystème, mais c'est pas très récent, hein. C'était le cas même avant pour d'autres trucs un peu plus anciens qui étaient orientés que crypto. Mais comment, toi, c'est quoi ton point de vue justement sur ça, sur on va dire déjà le droit d'un utilisateur à posséder ses propres cryptos, éventuellement à les faire entrer, les sortir de la plateforme, par quel, toi, si je pousse un peu le truc, à une époque, il y avait certains prestataires, pareil, quand ils se sont mis à ouvrir le retrait de crypto, retrait dépôt qui était ennuyé parce que bon, à l'époque c'était Tornado Cash, mais sur Bitcoin il y a aussi d'autres solutions un peu plus de mixing. Donc quel est ton point de vue sur à la fois le droit aux utilisateurs à posséder leurs actifs numériques et aussi à en disposer, on va dire, comme ils l'entendent? Non, nous, on est complètement pour. Je pense que c'est devenu un standard et la raison pour laquelle enfin, aujourd'hui on lance avec cette offre-là parce qu'on voulait absolument rendre disponible l'application le plus rapidement possible. Sur la conservation, les utilisateurs voilà, devraient avoir la possibilité de faire venir leurs actifs numériques sur notre plateforme, de pouvoir échanger. Je pense que c'est primordial de donner la liberté la plus grande possible sur la conservation de ces actifs. Bah ouais, bah écoute, on est sur la même ligne, mais du coup, parfait. À l'heure actuelle, donc bon, tu parlais des futurs développements sur du staking, etc. Mais quels sont les cryptos que vous mettez à dispo et comment, on va dire, quels sont vos critères pour dire, bah tiens, ok, celle-ci par exemple, on trouve que c'est intéressant, on va voir comment techniquement on fait pour l'implémenter. Donc aujourd'hui, effectivement, on est branché à Coinbase, donc on a la possibilité d'offrir tous leurs pools de crypto. En interne, on a développé un système de notation. Donc on a classifié toutes les cryptos toutes de ce pool-là et on a défini un système de notation qui est basé sur 4 critères. Le premier critère, c'est la taille de la market cap. Le deuxième, c'est l'âge du coin. La troisième, c'est
c'est l'attractivité de ce coin-là. Et la cinquième, c'est la demande pour ce coin-là. Donc, en fonction de ces 4 critères, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a développé en interne, on a classifié sur une note de 1 à 10 chacune de ces cryptos. Et on a décidé donc d'offrir les plus, ce qu'on considère en tout cas comme les plus attractives. Et donc, on lance avec 63 cryptos dès le lancement. Et évidemment, l'idée, c'est d'en offrir, d'offrir l'éventail le plus large possible après le lancement, avec des releases quasiment chaque semaine. Et en termes de staking, comment vous envisagez la chose techniquement? Je m'explique. Est-ce que vous voyez, on va dire, opérateur de nœuds validateurs sur les différents réseaux où vous allez déployer cette offre-là progressivement? Est-ce que vous allez passer par un prestataire, je sais pas, tu vois, Blockdaemon ou Fireblocks, des choses comme ça? Comment vous l'envisagez aujourd'hui au stade de projet? Effectivement, on va utiliser un provider, en tout cas pour les développements dans les prochains mois, avec Kiln. Kiln qui est un acteur français, dont je salue le CEO Laszlo, qui est un ami aussi. Donc on va passer par eux. Tout à fait, ils sont basés à Paris, hein, si Ouais. je dis pas de bêtises, et c'est un des principaux nœuds opérateurs et de délégation sur Ethereum à l'heure actuelle. Donc ok, super. En termes de dépôt-retrait sur ces cryptos, donc bon là pour l'instant vous êtes via Coinbase, après donc on a compris vous aurez d'autres prestataires. Il sera possible nativement dès le départ de faire du dépôt-retrait. Vous allez faire d'abord, on va dire vraiment de l'achat et détention sur la plateforme sans retrait. Comment vous voyez les choses sur les prochaines semaines, prochains mois? Donc effectivement, au lancement, on va permettre dépôt, retrait, toute cette ingénierie-là pour le lancement, et ensuite, comme je disais, développer très rapidement sur plutôt de la self-custody. Ok. Et alors techniquement pareil, du coup, sur le côté self-custody, comment vous comptez le faire exactement? Moi, j'avais souvenir à l'époque, c'était, alors comment il s'appelait? Ils ont changé de nom, je crois. C'était Bitvoila, qui après s'est appelé Nouri, qui faisait en gros du multisig, deux clés sur trois pour signer, avec l'utilisateur quand générait une, la plateforme quand générait une de plus. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. L'utilisateur quand générait deux et la plateforme quand générait une pour avoir un backup. C'est un modèle que vous comptez répliquer, ou vous passez pareil par un autre prestataire qui a son propre fonctionnement? Donc aujourd'hui, on est encore pas trop en dire parce qu'on est encore en train de négocier tout ça et de voir exactement l'ingénierie. On parle à plusieurs prestataires, notamment BitGo, notamment Ledger, pour voir ce qu'on propose. Au début, passer par des providers et évidemment, à terme, développer notre propre modèle. Ok, super. Écoute, très clair, très intéressant. Et peut-être pour enchaîner sur des questions du coup un peu plus globales sur l'investissement, euh, comment comment dire ça, sans tomber dans le conseil en investissement naturellement, mais pourquoi toi, bon au-delà de ton parcours personnel évidemment, mais comment tu pourrais expliquer on va dire voilà, à l'audience, pour toi l'investissement au sens large c'est important, entre guillemets, qu'est-ce qui peut être malin de faire, qu'est-ce qui peut être vraiment stupide de faire, et donc on va dire les grosses erreurs à éviter quand on se dit tiens, oui, je vais commencer à structurer un portefeuille financier de vraiment à visée de placement, puisqu'en fait c'est ce que va permettre votre appli dès son lancement en France. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il y a, comme je le disais un peu plus tôt, il y a beaucoup d'acteurs qui ont permis de démocratiser l'accès à la finance. Donc aujourd'hui, déjà, c'est un monde qui est beaucoup moins opaque qu'il a pu l'être auparavant. Aujourd'hui, comme je disais, c'est pas parce qu'on a accès à l'investissement qu'on sait investir. Et donc je dirais que les dangers, c'est d'arriver sur une plateforme qui rend l'investissement accessible et d'acheter le premier coin ou le premier actif qu'on voit parce qu'on reconnaît, sans stratégie réelle derrière. Je pense que c'est ça la beauté de la plateforme aujourd'hui. Et ce que je recherchais en tant qu'individu, c'est une vraie stratégie, comprendre les enjeux, comprendre comment finalement, et je pense le but, faire fluctuer son portefeuille en manageant les risques, en ayant une stratégie qui est en accordance avec votre appétit de risque, et faire ça avec une communauté.
Et donc, pouvoir investir avec des gens en communauté, c'est déjà, je pense que c'est moins effrayant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème d'éducation financière. En Europe, il y a 77% des gens qui considèrent leur niveau d'éducation financière comme moyen ou bas. Et finalement, pas tellement d'acteurs qui s'attaquent à ce problème-là. Donc l'idée, c'est de venir voilà, sur la plateforme, d'avoir ces moyens d'éducation, que ça soit avec vos amis, soit avec des gens un peu plus expérimentés, mais en tout cas d'être accompagné, de plus être seul et, et potentiellement d'avoir une vraie stratégie long terme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, l'alternative, c'est les communautés qu'on connaît aujourd'hui, mais qui peuvent manquer un peu de transparence, qui peuvent manquer un peu d'accompagnement. Moi, donc, je me rappelle quand j'investissais quand j'étais partie de communauté, j'avais toujours un peu de mal à donner ma confiance à des gens. En fait, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas exactement dans quoi ils investissent, leur performance réelle. Donc voilà, rajouter un peu de transparence et et d'accompagnement. Ok, super. Sur le versant communautaire à proprement parler, ce que je retiens de certains échanges qu'on a eus dans d'autres cadres, hein, par exemple sur des projets qui portent, je sais pas, de la tokenisation de biens réels ou des choses comme ça, c'est le fait qu'un certain nombre, on va dire, de décideurs, de régulateurs, même de haut niveau, se sont rendus compte que définitivement, on avait beau poser les règles qu'on voulait poser, ce qui finissait par guider l'innovation en finance, c'était, j'allais dire, c'était alors pas la jeunesse, c'est un peu caricatural, mais à minima, c'est en fait, ouais, voilà, les communautés d'investisseurs qui se créent spontanément et qui vont apporter des tractions sur tel outil, tel objet financier. Euh, et du coup, bah, au vu de la position que tu as de ce que vous faites chez Shares, comment tu vois, toi, justement, ce mouvement j'allais dire de micro-communauté à la base, mais après de communauté, et pour on va dire, quel sujet d'innovation financière que toi t'intéresse au-delà vraiment de actions, crypto, je sais pas, ETF par exemple. Vraiment le côté, quel produit financier te semble cool à suivre dans les prochaines années? Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est toute la beauté de cette communauté-là, c'est pousser par l'innovation et de faire bouger les choses et d'avancer de toujours innover, d'avancer dans ces néo-fintech. Et je pense que c'est quelque chose qui va être justement accentué sur Shares. L'idée, justement, c'est d'être une plateforme qui est basée et portée par les communautés, mais le faire sur une plateforme qui donne de la transparence et qui permet aussi d'investir sur une même plateforme. Donc en fait, c'est vraiment de devenir une méga app, un one-stop shop de l'investissement ou avec des communautés ultra dynamiques qui engagent, qui stimulent l'écosystème, challenge, euh, qui challenge les choses et pouvoir investir simultanément et donner un peu de transparence à tout ça. Ok, d'accord. Écoute, petite question sur Shares à proprement parler, parce que j'ai pas du tout fouillé. De mémoire, je crois que j'avais justement aperçu que au titre de vos investisseurs, vous aviez par exemple les sœurs Williams, si je dis pas de bêtises. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Vous êtes combien dans l'équipe? Est-ce que là encore, c'est parce que j'ai pas fait mes devoirs, hein, mais du coup, c'est pas grave, comme ça l'audience sera au courant. Est-ce que combien de fonds vous avez levé? Comment c'est quoi les plans au-delà, on va dire, voilà, de se déployer sur telle zone géographique, c'est quoi les plans pour la boîte pour le futur? Bien sûr. Donc, alors, les sœurs Williams ne sont pas actionnaires à proprement parler de Shares. On a signé un contrat d'ambassadrice, donc Ok, elles représentent notre image, mais pas actionnaire à proprement parler. Sur l'histoire de Shares, donc on est une entreprise assez jeune, je dirais moins de 2 ans d'existence. Euh, donc, Benjamin Chemla, avec ses deux cofondateurs, a lancé l'aventure en septembre 2021, donc un peu moins de 2 ans. En cumulé, donc aujourd'hui, on est 150 employés à temps plein, divisés entre Paris, Londres et Cracovie, où on a aussi un bureau. Euh, on a, on a lancé l'application il y a un peu moins d'un an au Royaume-Uni avec une offre uniquement action US. Ça a quand même très très bien pris. On a une belle croissance. Aujourd'hui, on a plus de 150 000 comptes qui ont été créés, une activité sociale qui est,
qui est puissante. Donc on a validé vraiment ce fait-là. Entre-temps, on a aussi lancé, grâce à des enregistrements PESAN, en Pologne et en Belgique, avec une offre crypto only, qui génère aujourd'hui aussi, pareil, plusieurs milliers d'utilisateurs. Et donc très récemment, il y a quelques semaines, on a reçu donc un enregistrement PESAN français et notre agrément PSI français. Et donc en fait, on est devenu le premier néo-courtier et première fintech française à recevoir cette double autorisation, ce qui nous permet aujourd'hui de lancer la plateforme en France dans les semaines qui arrivent. D'abord avec un système d'invitation. Donc aujourd'hui, on est déjà live, on a une waitlist qu'on est en train de faire grossir. D'ailleurs, peut-être que j'aurai l'occasion de mettre les liens dans la description. Donc aujourd'hui, on a une stratégie voilà, de waitlist et uniquement d'accès à l'application via invitation sur les prochaines semaines. Et on planifie un lancement officiel au public avant 2024. Mais et donc aujourd'hui, voilà, on est potentiellement, on peut rejoindre la plateforme sur une liste d'attente dès aujourd'hui. Ok. Et en termes d'effectifs, en termes de recrutement, voilà, tu le disais, vous êtes une boîte relativement jeune, donc autour de 2 ans depuis la création. Euh, Est-ce que vous recrutez actuellement? Si oui, je sais pas, vous avez des profils de préférence. C'est quoi vos besoins en ce moment? Ouais, donc on est 150. On recrute des profils opérations basés à Paris, plutôt ops, donc ingénierie, justement Web3, investissement. On recrute aussi dans l'équipe marketing, communication à Paris toujours. Donc s'il y a des intéressés, très très preneur de me contacter directement sur LinkedIn ou On mettra tes coordonnées ouais, si jamais il y a des auditeurs, auditrices intéressés. Dernière question sur ce volet-là. Full présentiel, un peu de remote, full remote selon les profils. Comment vous vous positionnez sur ça? ça dépend un peu des profils, mais hybride. On a beaucoup d'employés à temps plein un peu partout en Europe, donc on est flexible, hybride, ça marche. Si vous voulez venir au bureau, on est aussi très heureux, donc très flexible à ce niveau-là. Top, super. Bah écoute, je pense on approche de la fin de l'épisode. J'ai peut-être avant de te demander, on va dire peut-être un message un peu plus global pour la communauté francophone qui nous écoute. Une dernière question vraiment sur le volet régulation, parce que donc comme tu l'as dit, vous avez 2 agréments pour votre activité. Vous êtes, je pense, les seuls à l'heure actuelle sur ce filon-là à avoir les deux en même temps. C'est quoi ton point de vue sur bon, la régulation au sens large, pas nécessairement, mais sur le volet crypto, par exemple, sur le raidissement, l'évolution des impératifs de ce qui est demandé aux boîtes qui entreprennent dans le secteur. Bon, je pense forcément au volet français, mais plus spécifiquement peut-être à MiCA et puis à terme MiCA 2 au niveau européen qui va probablement pas trop tarder à arriver. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ton point de vue? Ouais. Donc effectivement, nous on a beaucoup travaillé, on est fiers d'être les premiers fintech à avoir cette double autorisation. On est fiers aussi d'être régulés en France et de l'avoir fait ici. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'harmoniser ces réglementations au point de vue européen. Je pense que MiCA va apporter ça, va apporter un alignement entre les pays, entre les différents acteurs, peut-être permettre d'éviter ce qui s'est passé avec Binance en Belgique. Peut-être que je pense qu'il faut peut-être voilà que tout le monde en fait ait les mêmes benchmarks, ait les mêmes réglementations pour pouvoir avancer ensemble. Nous, voilà, on est vraiment heureux d'être régulés en France avec les régulateurs français qui sont dans les plus rigoureux. Donc, si on peut harmoniser ça au niveau européen, je pense que c'est une bonne chose. Super, bah écoute, je vais donc finir sur la petite question classique, comme je te disais, pour faire la fin d'interview. Est-ce que tu aurais voilà, un message plus global pour la communauté francophone qui nous écoute, histoire de terminer en beauté? Je te laisse le dernier mot. Bah, écoute, déjà, merci d'avoir suivi. Je pense il manquait peut-être un acteur de l'écosystème européen, un acteur français. Aujourd'hui, il est là.
On est live en France. La waitlist est disponible en description. N'hésitez pas à la rejoindre et j'ai très très hâte de vous voir tous sur nos communautés chez Shares. Bah écoute, super, merci encore pour ton temps. Voilà, bah pour tous ceux, toutes celles qui écoutent, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Comme je le dis à chaque fois, on les lit, on y répond. Et puis vous aurez tous les liens utiles en description pour aller tester. En tout cas, tentez de tester Shares, au moins vous inscrire sur la waitlist. Et puis écoute, Stanislas, merci encore. C'était très sympa. On se refait signe au fil de l'eau au gré de votre avancée alors. Super. Merci beaucoup, Greg.